Alors, très heureux de pouvoir maintenant nous enregistrer. Donc, j'étais en train de vous citer le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Kafre, dans l'Ichod le Siyat Kapaim, dans le Suif Lamed Aleph. Le Shulchan Aruch dit comme ça: Im minag hamakom le shalshel hakohanim talit al penehem, afilu yesh befanav ou beyadav kama mumin yisa et kapav. Si la coutume de l'endroit, c'est que les Kohanim mettent le talit sur leur visage, alors même si le visage ou les mains sont porteuses de moumine, il pourra quand même faire le siyat kapaim. Et le Roma rajoute, Vedavka imayu yadav bifnim min talit, mais à condition que les mains soient à l'intérieur du talit. Aval imem mi bachutz, l'homme ani atalit le yadav. Bien sûr, si les mains sont à l'extérieur, alors ça ne sert à rien si jamais il y a un moum sur les mains, puisqu'on continuera à regarder les mains. Donc, on voit ici que. Alors, cette explication, ce din-là, donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on a expliqué qu'il y avait deux manières d'expliquer la défense pour un Baal Moum, pour un Kohen Baal Moum de faire la Birkat Kohanim. Rachid dit, pour ne pas qu'on regarde les mains, pendant qu'on vient à regarder les mains qui sont porteuses de Shrina, Tosfot dit pour ne pas faire Esser Hadat. Et j'ai rapporté que dans le Mishnah Bura, il ramène toujours le tam de Esser Hadat, il ramène jamais le tam de Rashi. Donc c'est celui-là qu'on retient d'après la halakha. Alors qu'est-ce qu'il disait le Mishnah Bura? Mais si c'est pas l'usage, mais que c'est que lui qui veut le faire à cause des moumines qu'il a, ça sera assourd. Et là, on voit que ça, s'il interdit, c'est parce qu'il pense à un problème de Sechadat. Parce que si on allait d'après la Chita de Rashi, et ben, du moment qu'il se couvre les mains, même s'il est tout seul à se couvrir les mains, mais on ne verra pas le Makom Ashrina. Le Mishnah rajoute, va filou rotzim kol hakohanim lasot kamou, que dès chez l'oyeboshinu mishar kohanim. Si on a un groupe de kohanim, et les autres kohanim, ils sont charitables, ils disent, écoute, tu sais, comme on veut que tu puisses aussi faire la birkat kohanim, on va tous mettre le talit sur les mains et sur la tête. Pour que, comme ça, les gens ne vont pas regarder. Afilour achi assour, c'est quand même interdit. De mikol makom istaklou bahem, parce qu'on va quand même regarder. Chez Shinou Minagam, parce que là, ils ont changé leur façon de faire, donc ça va attirer les regards. Et il y aura Esser Hadat. Donc voilà, la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'était que au niveau halakha le maaseh, le ta'am qu'on retient, c'est Esser Hadat. Et d'après ce que j'ai dit un peu avant qu'on enregistre, c'est très intéressant parce que d'après ce que nous avons expliqué, si on interdit à un Kohen de faire la Birkat Kohanim lorsqu'il a un moum, de peur que les gens fassent Esser Hadat, ça sous-entend qu'il y a une avéra à faire Esser Hadat. Que faire Esser Hadat, c'est pas simplement ne pas être béni, que la bénédiction, parce qu'on ne s'est pas concentré, on va être déconcentré, la bénédiction ne va pas prendre effet. C'est pas seulement ça, on transgresse une défense. Quelle est la défense qu'on transgresse? Et ben, ça s'explique d'après le Dvar Avraham, qui rapportait un Sefer Haredim, qui disait que de la même façon qu'il y a une mitzvah pour le Kohen de bénir Israël, Israël a une mitzvah de se faire bénir par le Kohen. Et donc, c'est une mitzvah collective. Et donc, du coup, celui qui ne ferait pas le nécessaire pour se faire bénir, eh ben, il commet une transgression. Quoi d'autre encore? Alors, on va voir le Rashi maintenant. Alors, non, plutôt, on va voir l'Agmara. On va commencer l'Agmara. Donc, l'Agmara, Tana, on apporte une braïta. Moumin she'amru, bepanav, yadav, beraglav. Les défauts dont il a été question et qui ne permettent pas au Kohen de faire le Siyat Kapaim peuvent être soit sur le visage, soit sur les mains, soit même sur les pieds. Amar Rabbi Yoshua ben Levi,
À quoi rajoute Rabbi Yoshua ben Levi? Ah non, c'est pas, non, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas, non, non, c'est pas une braïta. Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas vraiment un Tana, donc je pense que la braïta s'arrête là. Alors, on va faire Rashi. Alors là, il y a un petit piège. Le Rashi n'est pas à sa place. Il faut que vous descendiez le Rashi, c'est-à-dire sur la Gemara, vous sautez quelques dibour amatril, et tout d'un coup, vous allez trouver Panav, Yadav, Raglav. Et donc ce Rashi n'est pas à sa place. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a eu une erreur de copiste ou une erreur d'éditeur. Je ne sais pas de quand ça date. En tout cas, le Rashi n'est pas à sa place. Il faut le lire maintenant. Panav, Yadav, Raglav. Alors, on comprend. Alors, regardons Rashi. Anose est capable, choletz min alav. Il faut savoir que le Kohen, qui bénit l'assistance, doit enlever ses chaussures avant de procéder à la bénédiction. Que de Tania, comme une braïta l'enseigne dans Sota d'Afmem, dans Sota d'Afmem, point. C'est écrit, cette halakha-là est enseignée dans Sota d'Afmem. Alors, je reviendrai là-dessus, mais je termine le Rashi. Or, s'il a un moum, on va regarder. Et à partir du moment où on le regarde, on va aussi regarder les mains. Et là, on va avoir un problème parce que les mains sont porteuses de Shrina. Alors, quelle était la question que Rashi avait? La première question que Rashi s'est posée, c'était, mais s'il a un moum sur les pieds, ça ne se voit pas puisqu'il porte une chaussure. Alors, le visage et les mains, ils sont découverts. Donc, s'il y a un moum, s'il y a un défaut anatomique, ça se remarque tout de suite. Mais les pieds sont dans des chaussures. Donc, on ne voit pas le moum. Où est le problème? Réponse de Rashi, la Gemara dans Sota dit, mais non, quand on fait la Birkat Kohanim, on doit la faire pieds nus. Et c'est pour ça qu'on peut voir le moum. Deuxième question que Rashi s'est posée, il a dit, oui, mais nous avons dit que la défense, c'est de regarder le Kohen, c'est pour ne pas voir la shrina sur les mains. Donc le problème, c'est de ne pas regarder les mains. Mais qu'est-ce que ça peut faire si je regarde les pieds? Encore la figure, je comprends. Rachid ne s'est pas posé la question sur la figure parce que si on regarde la figure, on voit automatiquement les mains aussi. C'est à peu près dans le même champ de vision. Mais les pieds, c'est quand même pas nécessairement le même champ de vision que les mains. Alors il répond en disant, oui, mais quand même, à partir du moment où je regarde quelqu'un, si je regarde ses pieds, automatiquement, instinctivement, je vais aussi commencer à regarder le reste de son corps et à un moment donné, j'arriverai aussi à ses mains. Alors que d'après Tosfot, la question ne se posait pas parce que c'est un problème de Esser Hadat. C'est un problème de ne pas se déconcentrer. Donc, il suffit qu'il ait un mouvement spécial au pied. Ben, même si je ne regarde pas les mains, je ne regarde pas la figure, mais en regardant les pieds, déjà, ça me déconcentre. Donc, c'est ici Rachid le Shitato. Parce que Rachid le Shitato, il a été obligé de rajouter Mitor chez Istaklu Baraglaim, Hiroïn et Tiadav, on va aussi regarder les mains. Alors maintenant, je voudrais revenir sur pourquoi est-ce que le Kohen doit enlever les chaussures quand il fait la Birkat Kohanim. C'est vrai que nous avons l'habitude aussi de voir cela, que les Kohanim enlèvent leurs chaussures, puis enfin, enlèvent leurs chaussures. Des fois, ils font le Tilat Yadayim avant, des fois après, mais en tout cas, ils ne touchent plus leurs chaussures et les enlèvent avant de procéder à la Nesiat Kapaim. Alors, d'où vient ce din? Rachid nous a dit, c'est Gemara dans Sota. Quelle est la raison? La raison qui est rapportée dans la Gemara de Sota, c'est parce qu'on a peur que pendant la Birkat Kohanim, il y ait une lanière, puisqu'on a une lanière ou un lacet de chaussure, ou ça dépend comment la chaussure est accrochée, mais en tout cas, ce qui accroche la chaussure au pied se craque. Et donc, il pourrait instinctivement, imaginons donc il a les nœuds, le nœud de lacets de sa chaussure qui se sont ouverts, donc ça le dérange. Donc du coup, en plein milieu de la Birkat Kohanim, il s'arrête et il s'assoit pour attacher la chaussure. Et du coup, il va rater la Nesiat Kapaim. Et où est le problème? Que les gens vont dire Ben Groucha. Ah ben, nous on croyait qu'il était Cohen, il s'appelle Monsieur Cohen, mais puisqu'il n'a pas fait la Birkat Kohanim, c'est qu'en fait il est pas soul, il est halal. Sans doute que son papa
l'a eu à partir d'une femme divorcée. Donc, du coup il est un halal. Alors, à cause de ça, on a interdit de faire Birkat Kohanim avec des chaussures qui sont des chaussures soit à lacets, soit à lanière. Le Touré Even, à ce sujet, pose alors une question. Il dit alors, je ne comprends pas pourquoi on ne permet pas à quelqu'un qui a un moum à ses pieds de faire le siyat kapaim avec des chaussures. Parce que si on ne lui permet pas de mettre des chaussures, il n'aura jamais le droit de faire le siyat kapaim, comme on l'a vu. Alors, permettons-lui de mettre les chaussures. Du coup, il n'y aura pas de problème de moum baraglaï, parce que les gens ne vont pas le voir. Donc, soit d'après Rachid, d'après Tosot, ce sera permis. Et prenons le risque qu'une fois, quelqu'un pense qu'il est Ben Groucha ou Ben Khaloutsa, s'il lui arrive que sa chaussure se craque et qu'il veuille refaire le nœud au lieu de faire la bracha. Il vaut mieux faire ça que lui interdire définitivement de faire la Birkat Kohanim. Parce que si on lui interdit de faire définitivement la Birkat Kohanim, le risque que les gens pensent que c'est un Ben Groucha, il est 1 million de fois plus grand. Comprenez la question? Si toute la question pour laquelle on interdit en général à un Kohen de mettre une chaussure pendant le Birkat Kohanim, c'est pour ne pas qu'on en vienne à supposer qu'il est Ben Groucha, que c'est un Kohen halal, et bien dans un cas comme le nôtre, là où on lui interdit de faire complètement la Birkat Kohanim toute sa vie, donc c'est sûr que le risque est énorme, on devrait accepter de lui, de prendre le risque qu'une fois quelqu'un lui dise qu'il est Ben Groucha ou Ben Khaloutsa, et que tout le reste du temps, tout le monde comprenne que c'est un Kohen. Ça, c'est donc la question c'est une question qui est très forte, me semble-t-il, qui a été soulevée par le Touré Even. Alors, il y a un auteur sur les Mishnayot, il y a un commentaire des Mishnayot qui s'appelle le Or Gadol, qui propose la réponse suivante. Le Bet Yosef et le Shulchan Aruch ont dit que ce que j'ai cité tout à l'heure au nom du Mishnah Bora, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de se couvrir que le Kohen se couvre les mains que le Kohen se couvre les mains ou la tête avec un talit. Alors, c'est possible si tout le monde si le minag et que tout le monde se couvre, parce que là, ça attire pas l'attention. Mais le Mishnah Bora avait rapporté au nom du Bet Yosef que si il est seul à se couvrir, alors que tous les autres ne se couvrent pas, n'ont pas l'habitude de se couvrir, et même s'ils veulent le faire exceptionnellement, ça ne change rien, dans ce cas-là, c'est interdit. Alors, le Or Gadol dit, d'après ça, on a la réponse à la question du Touré Even. Parce que qu'est-ce qu'on a proposé de dire? Que tout le monde, que les autres gens, ils font leur Birkat Kohanim normalement sans chaussures, et lui, on va lui proposer de mettre une chaussure. Mais justement, le fait qu'il va mettre une chaussure, alors que tous les autres ne mettent pas de chaussures, ben, automatiquement, ça va attirer les regards aussi. Donc, on n'a strictement rien gagné. Voilà la réponse à la question. La question était, mais qui met une chaussure, on ne verra pas qu'il a un moum? Réponse, oui, on ne verra pas qu'il a un moum, mais on verra qu'il a une chaussure. Et les autres, ils n'ont pas de chaussures. Donc, automatiquement, il va attirer les regards, il va déconcentrer les gens. C'est exactement comme s'il mettait le talit sur les mains, alors que tous les autres ne mettent pas le talit sur les mains. On continue, donc, si vous êtes d'accord, on a bien clarifié toute cette situation-là. On continue la Gemara. Alors, on reprend dans la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Là, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, un Amora, qui dit Yadav boakniot lo yisaet kapav. S'il a les mains boakniot, il n'a pas le droit de faire la birkat kohanim, la nesiat kapaim. Que veut dire Yadav boakniot? Rachid donne un laaz, lentillose. Lentillose, ça veut dire semer de taches blanches. Semer de taches blanches, parce que boak, ça veut dire blanc. Boakou.
Et donc, Yadav ou Akniot, ça veut dire s'il a des mains semées de taches blanches, c'est aussi interdit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehoshua ben Levi? On aurait pu penser que ça, c'est pas considéré comme un moum. Un moum, c'est quelque chose de plus grave. Là, c'est juste le problème de la couleur de peau. Mais quand même, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc, ça va attirer immanquablement les regards. Donc, c'est aussi interdit. Voilà ce que veut dire Rabbi Yehoshua. Alors, j'ai vu que certains expliquent que Boakniot, ça ne veut pas dire que les taches sont blanches, mais il veut dire que les taches, c'est des taches de rousseur sur une peau blanche. Mais c'est pas très machma. Alors, c'est vrai C'est que pas une lèpre, pardon? c'est pas une lèpre, c'est Non, pas un genre de lèpre. non, c'est pas un genre de lèpre. Non, 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 non. Bon, c'est quelque chose, c'est un problème dermatologique, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme les taches de rousseur sur une peau blanche. C'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment une grosse maladie. C'est pas comme la lèpre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le Mishnah Berurah, c'est pas mashma. Et puis, c'est parce que et de Rashi, c'est pas mashma. Parce que Borak, ça veut dire blanc. Alors, eux, ils comprennent, les mains sont blanches, mais les taches sont des taches rousses. Mais Rashi nous a dit, Borak, c'est lentillose. Et donc, Borak, c'est blanc. Donc, les lentilloses, c'est plutôt des. Lentilloses, c'est comme des lentilles. C'est des taches qui ressemblent à des lentilles, mais il ne dit pas la couleur. Donc, comme c'est sur le mot Borak, il est plutôt logique de dire que c'est les taches blanches que les taches de rousseur. Et en plus, on dirait que les taches de rousseur, c'est pas vraiment quelque chose de remarquable, parce que c'est quelque chose qui est quand même très courant, alors que des taches blanches, ça, c'est un peu spécial. Et je maintiens qu'il vaut mieux dire que c'est les taches blanches que les taches rousses. Et on peut se poser à la chalema, c'est un Cohen qui aurait quelques taches de rousseur sur les mains, est-ce qu'il aurait le droit de faire Birkat Kohanim? Pour moi, c'est évident que oui, sauf si vraiment c'est quelque chose de très, très, très remarquable et qui attire immanquablement le regard. Alors, on continue dans la Gemara. Tanya Namiachi. On a vu une braïta qui corrobore ce que dit Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, c'était un Amora. Et on apporte une braïta, c'est encore plus fort, pour renforcer et conforter la position de Rabbi Shua ben Levi. Que dit la braïta? Yadav boakmiot, lo être capable, que s'il a les mains avec des lentilles blanches, des taches blanches sur la main, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim. La braïta poursuit et dit Akumot, Akushot, lo être capable. Donc là, la braïta rajoute encore deux dînes, Akumot et Akushot. Akumot, ça veut dire tordu, Akushot, on ne sait pas ce que ça veut dire. On regarde en Rashi. Rashi nous dit Akushot, le tzide. Non, pardon. Il y avait d'abord Akumot. Akumot, kefufot. Elles sont pliées. Donc je comprends que ça veut dire quoi pliées? Elles sont tordues. Akumot veut dire tordu. Rashi dit pliées. Et ça veut dire quoi pliées? Alors je suppose que ça veut dire qu'elles sont repliées en arrière. Parce que si c'est plié devant, ben les mains elles peuvent se plier devant. Donc c'est plutôt qu'elles se plient complètement, elles se rabassent carrément sur le bras. Donc ça c'est spécial. Et Akushot, le tzidéen, ça veut dire elles sont tordues aussi, mais cette fois-ci non pas sur l'arrière, mais sur le côté. Donc dans les deux cas, c'est des déformations des mains qui sont tordues. Un c'est en arrière et l'autre c'est latéralement. Voilà l'explication de Rashi. Maintenant, si on regarde le Rashi sur le Rif et le Ran, eh bien, on trouve une explication différente. Alors d'abord, je regarde le Rashi sur le Rif. Rashi dit il dit les deux. D'abord, Rashi sur le Rif, il dit comme Rashi, Akumot kfufim, Akushot le tzideen. Mais il rajoute, Umatsati, et j'ai trouvé un autre chat. Akumot sheniktakma yado achoranit, c'est que la main, elle est tordue en arrière. Donc, pour moi, c'est à peu près ce que l'on avait dit, hein, c'est comme Kfoufim. Hein. Là, je ne suis pas sûr que ça change par rapport à Rashi. Par contre, Akushot, c'est rien à voir. Chez Eno Yachol, l'achlok etzbeotav. Il n'arrive pas à séparer les doigts. Les doigts restent collés ensemble. Et le Ran, me semble-t-il, dit exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il dit le Ran? Boakniot, lentose, Akumot, shenitak mayado, achoranit.
Akushot, sheno yachol lochalek etzbeotav. Donc pour moi, le nitakma yado achoranit, c'est comme le kfufim de Rashi, donc a priori c'est la même chose. Donc on retiendra simplement que dans Akushot, il y a deux manières d'expliquer. Soit Akushot, elles sont tordues latéralement, c'est ce que dit Rashi, soit Akushot, ça veut dire que les doigts sont collés ensemble et il n'arrive pas à les séparer. Voilà, tout là, il n'y a pas de commentaire particulier. Mais à contrario, là maintenant, on va démarrer sur un passage à la fois simple et compliqué, comme vous allez le voir. Amar Rav Assi, donc un enseignement notre Amora, Rav Assi, qui dit Rifne Ubshine, le Isaïd capable. Alors là, c'est des mots apparemment qu'on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a sur Chiné est entre parenthèses. Et donc, j'ai une correction qui dit Bishné. Vous avez un guilion, tout le monde doit l'avoir. Donc, il y a un guilion qui dit pas Béchiné, mais Bishné. Mais nous, ça nous arrange pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire Chifné et Bishné et Bishné, Chifné et Bishné, l'Oïssa est capable. Rashi. Ifne ou Bishne, Kohen, Shehu, Me'anshe Haïfa, ou Me'anshe Bet She'an, mais Gam Gemin Bilshonam Hen. Alors, donc, Rifne, ça vient de Haïfa. Un Kohen qui fait partie des habitants de Haïfa. Et Bishne, c'est Bet She'an. Il habite dans la Emek Bet She'an. Et donc, ces deux personnes, ces deux populations-là, les gens de Haïfa, les gens de Beth She'an, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Mais Gam Gemin Bilshonan En. C'est des gens qui bredouillent, qui ne savent pas bien prononcer les mots. On peut se poser la question, mais d'où Rashi a sorti que Haïfa, encore Rifne, ça m'a fait penser à Haïfa, mais alors franchement, Beth She'an, trouver que Bishne, c'est Beth She'an, mais comment il a fait Rashi? La réponse, elle est très très simple. Regardez la suite de la Gemara. Tanya Namiachi, on a apporté une braïta qui va dans le même sens. En moridin et tateva. Alors attention, là on parle plus de Nesiat Kapaim. Nous, Ravasi avait dit le Kohen qui habite Haïfa, qui vient de Haïfa ou de Beth She'an ne peut pas faire Birkat Kohanim. Là on parle d'autre chose. En moridin lifnei ateva, c'est-à-dire on n'accepte pas de nommer Shliach Tzibur pour acquitter la communauté, lo anche bet she'an, velo anche bet Haïfa, ni les gens qui sont originaires de Bet She'an, ni les gens qui sont originaires de... Alors, Bet Haïfa, c'est marrant parce que Rashi n'avait pas dit Bet Haïfa, il avait dit Haïfa, parce qu'on connaît la île de Haïfa. Là, ici, on parle de Bet Haïfa, mais apparemment, c'est comme Haïfa. Velo anche Tivonim, ni les gens d'une troisième localité que je ne connais pas, et qui s'appelle... Pardon? Tivon, c'est une communauté... Tivon. Ça existe, Tivon? À 30 km de Haïfa. Ah bon, d'accord. Mais pas Tivonine. Non, non, non. À Kiryat Tivon, ils habitent. Mais là, il y a écrit Anche Tivonine. Alors, Oui, ben Tivon. C'est Tivon. la région de Tivon. D'accord, d'accord. Alors, donc c'est pas loin de Haïfa. Donc, et Beth She'an, c'est au nord aussi. Entre Bet She'an et Haïfa. Tout ça, c'est le nord d'Israël. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens-là? Donc, on ne peut pas le nommer chez Artzibou. Gam Gem. La Gemara, elle dit, Mipne chez Corinne, les Alfin, Aïnin, ou les Aïnin, Alfin. Parce qu'ils ne savent pas prononcer les lettres correctement. Quand ils ont un Aleph, ils le prononcent comme un Aïn. Et quand ils ont un Aïn, ils prononcent ça comme un Aleph. Donc, ils ne peuvent pas faire Birkat Kohanim et ils ne peuvent pas être Shliach Tzibur. Donc, vous avez compris d'où Rashi a sorti Chafne et Bishne. Ben, il a déduit de la suite du texte, comme c'est très souvent le cas. Quand un Rashi, on ne comprend pas, il suffit de voir un peu la suite et on voit d'où Rashi a sorti. Alors maintenant, il y a un Rashi très, très délicat à étudier. Mipne chez Corinne les Alfin, Aïnin ou les Aïnin Alfin. Regardez Rashi. Ve'im ayu osin birkat kohanim. Si on les laissait faire la birkat kohanim, où est le mal? Rashi pose la question. Et qu'est-ce que ça a de mal que le Kohen il prononce mal
le Aleph ou le Aïn. Imayu aussi Birkat Kohanim. S'il faisait la Birkat Kohanim, Hayu Omrim Yaer, Yaer Hashem Panav Elecha, il dirait Yaer. Yaer Hashem Panav. Yaer, ça veut dire Milachon Litorer, que Dieu réveille sa face, active sa face. Mais la Shon Klala, eh ben, au lieu d'être une bénédiction, c'est une malédiction. Pourquoi? Ki yesh panim sheyit parshu la Shon Kaas. Parfois, le mot panim a le sens de se mettre en colère. Comme mot Panay Elechu, c'est dans la parasha Hashavua de Shabbat dernier, Panay Elechu Vanichotila. C'est-à-dire, Panay Elechu dans le sens de ma colère va partir. Et Panay, c'est écrit ça à propos de. Alors là, Vani Eten et Panay, Baishaou. C'est à propos de celui qui offre sa descendance au dieu Moloch. Le verset dit, celui qui aura Natan Zarol à Molech, Ani Eten et Panay Baishaou, Bichati Oto Mikerevamo. Je vais laisser libre cours à mon courroux contre cet homme et je le détruirai du sein de son peuple. Et Rashi nous dit, où est-ce qu'on était dans Rashi? Et Panay, Metargeminan Yatrugzi. Le Targum Onkelos traduit le deuxième Panay par ma colère. Donc, si on laisse faire la Birkat Kohanim, au lieu de Yaher, il va dire Yaher, ça veut dire il active. Yaher Hashem Panav Elecha, ça voudra dire Dieu va stimuler sa colère contre toi. Chas v'shalom. Donc on ne peut pas laisser le Kohen dire une chose pareille. Ça c'est par rapport au Aleph Ayin. Ensuite, Rashi nous dit Ume Ayin aussi Alfin. À l'inverse, quand ils ont un Aïn, ils le prononcent comme un Aleph. Alors, où est le mal? Ou Pogmin Tfilatan. Ah ben, c'est abîmer la Tfila. La Tfila est abîmée, elle est déformée. On va revenir sur ce Rashi, on termine quand même ce qu'il a dit. Ou de Amrinan, quant à ce que l'Agmara dit dans Brachot la Medbet, de Ber Rabbi Eliezer, alors là il y a une correction du Beit Hadash, Rabbi Eliezer ben Yaakov, que dans la maison, dans le Beth Midrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Korin le Alfin Ainin ou le Ainin Alfin, on dit que là-bas il le faisait, il lisait le Aleph comme un Aïn et le Aïn comme un Aleph, et ça a l'air d'être quelque chose de positif, et là on vient de dire, comment est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov va faire une chose pareille alors qu'on est en train de dire que c'est interdit? Hahu bedrasha. Là-bas, c'est autre chose. C'est pas que dans la prière ou dans la lecture des textes sacrés, ils déformaient, mais qu'ils interprétaient, quand ils faisaient une dracha sur un pasouk, ils interprétaient le aleph comme si c'était un aïn, ou le aïn comme si c'était un aleph. Par exemple, un exemple qu'on a à propos des mitonymes. Il y a écrit Vayit Palel Moshe El Hashem. Moshe a prié vers Hashem à cause des mitonymes. Et eux, Rabbi Eliezer ben Yaakov faisait la dracha Al Tikre El Hashem et la Al Hashem. Sheitiach Dvarim Klape Mala. Que Moshe s'est laissé aller à dire des récriminations par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas qu'il savait pas lire, mais il interprétait le El comme Al. Mais ça, c'est une dracha. C'est ça que le Rashi veut nous dire. Dracha, on a le droit. Mais lire, déformer le texte, ça, on n'a pas le droit. Alors, un instant. Alors, où est-ce que j'en suis, moi? Voilà. Donc, sur le Rashi ici, on peut se poser une question. Vous avez remarqué certainement qu'il y a un décalage dans Rashi entre le Aleph Aïn et le Aïn Aleph.
sur le Aleph Aïn, il a dit ça peut être, la bracha peut devenir une vraie klala. Mais quand il est arrivé au Aïn Aleph, il n'a pas dit que ça va donner un sens différent à la bracha. Il a laissé de côté la Nesiat Kapayim et il est allé directement sur la Tfila. Alors, donc pourquoi ce changement? Pourquoi par rapport à la Tfila, il a dit que le Issour, c'est parce que Pogouin Filata? Et pourquoi pour la Birkat Nasiat Kapayim, il a dit Mishum Klala? Il aurait pu dire simplement que dans les deux cas, on est pogem la bracha. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de montrer qu'il y a R, ça peut vouloir dire il y a R, et sur le panim, c'est panim, c'est casse. Qu'est-ce que vous entrer dans tout ça? C'est pogem la tfila, c'est pogem la bracha. Voilà la question qui se pose ici. Alors le Touré Even propose une réponse à cette question. Et il dit que dans la tfila, la kpada, c'est seulement lorsqu'il s'agit de Yored Lifnei Ateva. Parce que Yored Lifnei Ateva, comme la Gemara dit, le Otsi Achirim Yodei Chovatan. Celui qui fait le Shliach Tzibur, la Gemara disait, je crois, oui, non, El Moridi Lifnei Ateva. El Moridi Lifnei Ateva parce que le Shliach Tzibur a pour mission d'acquitter le Tzibur. Pour acquitter le Tzibur, il faut que le texte soit un texte non déformé. Sinon, c'est pas joli. Je sais pas ce qui veut dire qu'on n'est même pas acquitté. Peut-être qu'on n'est même pas acquitté parce qu'on n'a pas, pour acquitter, il faut donner le texte originel. Et on ne peut pas acquitter d'un texte qui n'est pas originel. Ça peut être ça qui veut dire. Ou même si on ne veut pas aller si loin, on peut dire que les Chachamim n'ont pas voulu. Parce que là, il implique tout le monde dans son erreur. Si c'est juste une erreur privée d'une personne, ça va. Mais lorsqu'il est là pour acquitter toute la communauté, on va prêter à toute la communauté un texte déformé, c'est pas possible. Mais par contre, pour la Birkat Kohanim, on n'acquitte personne. Donc dans la mesure où on n'acquitte personne, Rabba Malka, si tu peux. Voilà, très bien. Donc, pour la Birkat Kohanim, disait le Touré Even, c'est pas grave dans la mesure où le Kohen n'acquitte personne et il n'engage que lui-même, il n'y a pas de problème de pgam. Et c'est pour ça que Rashi a été obligé de chercher autre chose et de dire que le Issour, c'est parce que la bracha peut se transformer au klala. Et donc, d'après le Touré Even, il y a une grande afkamina entre la tfila et la Birkat Kohanim. C'est que dans la tfila, il y a d'autres déformations que celles que l'Agmara a proposées. Très souvent, on voit par exemple des gens qui au lieu de dire le chet, ils disent un hey. Ça ne veut pas dire le son che, et ils disent à la place. Eh bien, d'après ce que le Touré Even a dit, dans une tfila, Ashliach Tzibour, on n'aura pas le droit de le nommer parce qu'il acquitte le Tzibour, mais si on a un Kohen qui ne dit pas le chet correctement, eh ben c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est que ça puisse pas être mitparesh belashon klala. Voilà comment le Touré Even explique. Donc, encore une fois, le problème pogem tfila, c'est seulement dans la tfila. De le siat kapaim, il n'y a pas de pogam. La notion de pogam n'existe pas. Et le problème, c'est juste un problème de klala. Mais il y a une autre explication. Donc ça venait expliquer pourquoi Rashi n'a pas expliqué dans le siat kapaim que c'est midin pogam. Mais la Prisha a proposé une autre explication. Il a dit pourquoi est-ce que Rashi a été obligé de faire intervenir la notion de klala? Il explique ainsi, dans le Siman Kuf Kafret, qu'il y a la différence entre le Aïn et le Aleph, c'est que le Aïn doit être, dans ces mots, c'est Tsarich Likrot Bechituch Yoter. C'est-à-dire le Aïn doit se faire entendre de manière plus forte, plus intense que le Aleph. Et donc, si on devait lire un Aïn et qu'on met un Aleph à la place, donc on affaiblit
la sonorité du Aïn, on ne lit pas correctement parce qu'on ne l'a pas suffisamment accentué. Et c'est ça ce qu'on appelle Pogem Tfilatan. C'est pour ça que Rashi a dit que par rapport au problème au lieu de dire un Aïn, on dit un Aleph, ça s'appelle Pogem. Mais par contre, Aleph Aïn, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on peut plus dire que c'est un problème parce qu'on a mal prononcé. Parce qu'au contraire, on l'a encore mieux prononcé qu'il fallait. Puisque la différence, comme ça, il définit la différence entre le Aleph et le Aïn. Le Aleph n'a pas besoin d'être marqué. Le Aïn doit être marqué. Donc, si je prononce le Aïn comme un Aleph, je ne l'ai pas bien marqué, donc c'est pas bon. Mais si le Aleph qui n'a pas besoin d'être marqué, on l'a marqué, quelque part, c'est encore mieux. On n'était pas obligé de le faire, mais c'est encore mieux. Donc, il n'y a pas de mal. Le fait de lire un Aleph comme un Aïn, d'après la Prisha, ne pose aucun problème. Et c'était ça que Rashi avait. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on lui interdit? Qu'on interdise à celui qui lit le Aïn comme un Aleph, c'est normal. Mais celui qui lit le Aleph comme un Aïn, où est le mal? Au contraire, il a fait encore mieux que ce qu'on devrait. Réponse, non, ça peut changer le sens. Il peut transformer la bracha en klala. Et donc, voilà, c'est tout à fait une autre explication que ce que disait le Touré Even. Sauf que, d'après la Prisha, alors il y a quand même une question qui reste. Pourquoi, lorsque Rashi, alors que Rashi, au début, ait besoin de parler de Klala, parce qu'il parle de Aïn, de Aleph qui a été prononcé comme Aïn, il ne comprenait pas le problème. Ça va, ça je comprends. Mais quand il va passer maintenant de mes Aïn au Sin Alfin, et là, on a dit que de prononcer le Aïn comme un Aleph, c'est pas bon parce qu'on affaiblit le Aïn. Pourquoi est-ce que là, il passe à la Tfila? Là, il pouvait dire Pogmim Birkatan. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de courir à la Tfila? Alors là aussi, il y a une réponse très simple qui est proposée. Donc, c'est un complément d'explication qu'il faut donner à l'explication du Prisha. Selon la Prisha qui a dit que dans le cas de Aleph Aïn, il fallait trouver Klala. Mais dans le cas de Aïn Aleph, ça suffit de dire Pegima. Ok, mais pourquoi la Pegima de la Tfila et pas la Pegima de la Bracha? Le Pri Megadim vient au secours de la Prisha et il dit il y a une raison très simple. C'est que dans la Nessiat Kapaïm, il n'y a pas de Aïn. Il n'y a pas de Aïn. Alors, on ne peut pas dire qu'il prononce le Aïn comme un Aleph dans la Birkat Kapaïm. Puisqu'il y a Yevarecha Hashem Vishmerecha, Yair Hashem Panav Elecha Vichuneka, Yisa Hashem Panav Elecha Viasem Locha Shalom, il n'y a pas un seul Aïn. Donc, il n'y a pas de Aïn, vous ne pouvez pas dire, c'est pour ça qu'il a passé à la Tfila. Alors, pourtant, il y a une question qu'on pourrait dire, mais attends, la Nessiat Kapaïm, il n'y a pas de Aïn. Mais la bracha qui précède la Nessiat Kapaïm, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam, il y a un Aïn. Asher Kitshaynu Mizam Sivanu Loret Amo Israël, Amo Israël, il y a un Aïn. Alors, pourquoi Rashi est obligé de partir dans la Tfila? Il pouvait parler de la bracha qui précède la Birkat Kohanim proprement dite. Alors, réponse, le premier Gadim répond lui-même, bien que dans le Gouf Abracha, on trouve un Aïn, mais on ne va pas interdire à quelqu'un qui prononce mal les Aleph Aïn de faire la Nessiat Kapaïm à cause de ça, parce que pour la Birkat, pour la Bracha qui précède la Birkat Kohanim, il peut se faire acquitter par un autre Kohen. Donc, ce n'était pas un problème. On ne va pas dire, là, on lui interdit de faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Il a qu'à faire la bracha avec un autre Kohen. Il demande au Kohen de l'acquitter de la bracha de Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et une fois qu'il est arrivé à la Nessiat Kapaïm, il pourra la faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rashi était obligé de parler de Pegima uniquement au niveau de la Tfila et pas au niveau de la Birkat Kohanim. C'est bien trouvé, sauf qu'on pourrait objecter à ça en disant il a qu'à se faire acquitter aussi pour la Nessiat Kapaïm elle-même. Mais ça, on a vu déjà un Beth Alevi qui disait que dans la Nessiat Kapaïm elle-même, on ne peut pas se faire acquitter. Parce que si on se fait acquitter, c'est Midin Shomé à Kohané. Mais dans la Birkat Kohanim, il y a écrit à mort la haine. Il faut un acte de parole, il faut que le mitbarer, il entende la voix du mevarer. Donc le Shomé à Kohané peut fonctionner pour la bracha qui précède la Birkat Kohanim. Mais la Birkat Kohanim, en tant que telle, c'est où on l'a dit soi-même, où on ne peut pas se faire acquitter. Donc, du coup, on a parfaitement expliqué les rachis. Donc, je récapitule et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Et on reprendra ça la prochaine fois. Donc, c'est qu'on s'était demandé pourquoi Rashi passe de Birkat Kohanim à la Tfila et pourquoi dans un cas, il parle de Pegima et dans un cas, il parle de Klala. Donc, on a expliqué deux manières d'expliquer que le Touré Even, il a dit que le problème de Pegima n'existe pas dans la Birkat Kohanim. Il fallait trouver un autre problème, il fallait trouver un problème de Klala. Et que dans la Birkat Kohanim, s'il y a des mauvaises prononciations, tant que ça ne déforme pas le sens et que ça ne fait pas une klala, il n'y aurait pas de problème. Et la Prisha qui dit tout à fait autre chose et qui dit que si Rashi a eu besoin de trouver la notion de klala, c'est parce que autrement, prononcer un Aleph Ayin, c'est encore mieux en temps normal, sauf si ça déforme le sens comme on l'a vu. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.